Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler de haut potentiel et d'autisme dit Asperger, même si aujourd'hui l'appellation Asperger est sortie du langage spécialisé, qu'on parle aujourd'hui de TSA, trouble du spectre autistique. L'autisme dit Asperger, c'est la version light de l'autisme, puisque c'est une forme d'autisme qui concerne des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Et cette forme d'autisme peut concerner des surdoués, ce qui est mon cas. Donc on appelle ça le haut potentiel intellectuel, on appelle ça aussi le HPI. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de cette poignée de personnes, parce que ça représente vraiment peu de monde, qui cumulent à la fois le surdouement et l'autisme. Euh, la difficulté principale, c'est que le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel euh, masque, peut masquer pendant des années l'autisme, parce que ce qu'on n'a pas naturellement, on va le chercher avec l'intellect. Et donc c'est une énorme fatigue pour la personne. Déjà, l'autisme Asperger se traduit par quoi au quotidien? Déjà, la première difficulté, c'est la fatigue. C'est une fatigue chronique. Pendant des années, j'ai cru que j'étais... Enfin, j'ai cru. Mon entourage aussi croyait que j'étais dépressive parce que j'étais tout le temps fatiguée. Et je savais, moi, que je n'étais pas dépressive parce que j'ai toujours eu une énorme joie de vivre. J'ai toujours eu des projets, des envies. Je me suis toujours projetée dans l'avenir, alors qu'une personne dépressive ne se projette plus dans l'avenir. Elle vit son mal-être à l'instant présent et s'englue dans une situation, alors que moi, ça n'a jamais été le cas. Par contre, je savais que j'étais fatigable. Donc, pourquoi les personnes autistes sont-elles fatigables? Eh bien, déjà, physiologiquement, ce sont des hypersensibles au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire hypersensorialité, hypersensibilité externe, donc les cinq sens plus développés. C'est une histoire de nombre de capteurs, hein, capteurs sensoriels à l'extérieur et à l'intérieur, une histoire de nombre de capteurs hormonaux pour l'hyperémotivité. Donc, c'est génétique, hein. Y en a, ils ont plus de cheveux sur la tête que d'autres, plus de pigments colorés dans la peau que d'autres. Eh bien, certaines personnes développent plus de capteurs sensoriels et hormonaux que d'autres. Donc, c'est purement physiologique. C'est une différence qui fait que d'un individu à un autre, on peut recevoir jusqu'à 7 fois plus d'informations que les autres. Donc, cet afflux d'informations qui est supérieur à la normale fait que cérébralement, on est en saturation et donc on fatigue plus que les autres. On a besoin de calme, on a besoin de se reposer, on a besoin d'isolement. Travailler en groupe est difficile. Le premier point, c'est cette fatigue chronique qui n'est pas à confondre. Il faut bien distinguer cette fatigue chronique de la dépression. Ce n'est pas de la dépression, c'est physique. Un cerveau qui est 7 fois plus demandé que les autres, ben, il a besoin de se reposer plus que les autres. C'est mathématique, quoi. Donc ce n'est pas une déficience, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un dérèglement, on est né comme ça. C'est comme ça. Bon, et eh bien une fois qu'on le sait, on sait que on aura un rythme de vie différent que les autres. On s'adapte. Sinon, on ne sera pas bien, ça c'est certain. Deuxième difficulté de l'autisme, des troubles de l'attention. On a des oublis très fréquents, on ne sait plus trop ce qu'on venait faire. On passe du coq à l'âne, on a du mal à se stabiliser sur une tâche, on a un côté très papillon. D'ailleurs, les autistes à haut potentiel sont appelés papillons bleus. Donc ce sont des oublis, vraiment on a l'impression
qu'on fait exprès, mais c'est pareil, c'est la saturation cérébrale qui fait que ben, le cerveau décroche de temps à autre parce qu'il y en a trop, il y a trop de choses, il se passe trop de choses dans le cerveau. Et puis il y a aussi également au niveau synaptique, plus de connexions synaptiques, donc je pense que l'information, elle a tellement le choix que des fois elle ne sait plus trop par où passer. Là où les autres ont un chemin habituel, les autistes en ont 5 et c'est pas toujours évident à l'information parce qu'il faut se poser des questions à tous les étages. Donc ça complique la réflexion et la prise de décision. Troisième difficulté de l'autiste, c'est l'hyperémotivité, l'envahissement émotionnel et les crises. Parce que sur une échelle de 1 à 10, la plupart des gens sont à 2-3 tout le temps, et de temps en temps ils montent à 7-8, ça leur arrive 2-3 fois par an. Un autiste, il est tout le temps à 4-5-6 et il monte à 9-10 2-3 fois par semaine. Pour des choses qui ont l'air de rien. Je vous donne un exemple. Vous imaginez la terreur d'une personne qui est poursuivie par un pitbull qui grogne, par exemple. Vous voyez le taux d'adrénaline dans son corps, comment il monte jusqu'à 10. Eh bien, moi je l'ai plusieurs fois par semaine. Alors ça dure pas longtemps, mais ça monte et c'est très fatigant pour l'organisme. Avec les signaux sonores dans ma voiture. J'ai un signe, ça fait bip, et comme en plus je suis hyper sensorielle auditive, ça me monte tout de suite à 10 et j'ai des techniques pour redescendre, mais c'est compliqué pour moi. L'envahissement émotionnel fait que eh bien, ça bloque le cerveau souvent. J'ai du mal à réfléchir dans des situations simples. Dès que j'ai une émotion qui monte un peu trop, et c'est pas de mon fait, hein, c'est physiologique, c'est ainsi, je monte dans les tours, je ne peux plus réfléchir. Donc j'ai l'impression d'être débile dans des situations de la vie quotidienne, simplement parce que mon taux hormonal est monté plus haut, plus vite et plus fort que la moyenne. Les crises maintenant. J'ai fait des vidéos sur le sujet, je vous invite à vous y référer parce que c'est vraiment des vraies pistes pour vivre tout ça. Les crises de larmes, des crises d'angoisse, des crises de rage et des crises d'hystérie. Je parle de ces crises uniquement pour les personnes qui ouvrent au domaine émotionnel, mais malheureusement il y a encore beaucoup d'autistes Asperger et d'hypersensibles en général qui ferme à double tour ce monde des émotions parce que c'est trop difficile à vivre. Donc ceux-là n'auront pas de crise, ceux-là n'auront pas en apparence d'envahissement émotionnel, mais en fait ils sont terrorisés en fait en permanence, donc ils vivent dans une anxiété. Voilà, donc ça c'est le quatrième point de cette vidéo. Quatrième difficulté de l'autisme, c'est une anxiété chronique. C'est quelque chose qui est permanent, qui nous tient. On peut développer de la paranoïa également. On vit avec une anxiété. Donc ça se traduit par de l'automutilation. Hein. Moi, c'est mes lèvres. Hein, vous voyez, elles sont toujours... Enfin, toujours. Je travaille dessus, mais pendant des années, je me les croquais jusqu'au sang. Je m'arrachais la peau des lèvres. Hein. Il y en a, c'est les ongles. Il y en a, c'est fumé. Enfin, c'est toujours quelque chose lié autour de la bouche. Et quelque chose... Hein. Pour moi, le piercing relève de ça, le tatouage relève de ça. Pas systématiquement, mais ça peut être un signe. Les autistes ont tendance à s'auto-mutiler. Donc moi, j'y travaille et je le fais encore. Beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais ça me tient encore, c'est encore très présent. C'est pour ça que quand j'ai les lèvres en bon état, je m'empresse de faire une belle photo, un beau selfie, parce que pendant des années, c'était impensable. Cinquième point, l'hypersensorialité. Donc moi, c'est les oreilles, le nez. Je peux pas porter de parfum, je peux même pas porter de déodorant. J'ai pas de gel douche, c'est trop parfumé pour moi. J'utilise un savon de Marseille ultra simple. Pour les bruits, ben, j'ai pas de télé, j'ai pas de radio. Il m'est impossible d'écouter la radio. Au bout de 3 minutes de blabla ou de pub ou de je sais pas quoi,
je sature complètement. La télé, pareil. Bon, ça va avec l'hyper-émotivité aussi, parce que moi, je peux pas regarder un journal télévisé. Je regarde un journal télévisé, je pleure. Je vois 3 morts, je vois un clochard, je vois des enfants battus, terminé, je pleure. Cette hypersensorialité, au niveau du toucher aussi, que vous dire, je peux pas me maquiller, impossible de me maquiller avec mon hypersensorialité au niveau du toucher, je suis très chatouilleuse, j'ai du mal avec le contact physique, j'ai énormément de mal par moment à supporter même la présence même de mon amoureux, même de ma fille. Par moment, je suis en saturation totale et il faut que je m'éloigne parce que c'est très difficile à vivre pour moi. Donc j'y travaille, hein, bien sûr. Le fait de prendre conscience de tout ça change la donne. Mais c'est ultra présent. Je ne peux pas prendre les transports en commun. J'ai énormément de mal avec la foule, avec les gens. Je passe une journée à Paris, je mets 2 jours à m'en remettre, quoi. C'est très fatigant pour moi. Donc le sixième difficulté, c'est ce besoin d'isolement. Besoin d'être seul, besoin qu'on me foute la paix. C'est pour ça que je suis bien à la maison, en fait. Quand je sors, il faut vraiment que ce soit motivé. Et c'est pas évident pour moi. J'aime pas aller au mariage, aux enterrements, aux fêtes de famille. C'est vraiment, pour moi, c'est le calvaire, hein. Il y en a qui aiment ça, le shopping. Hein. Il y en a, ils adorent ça. Mais pour moi, c'est l'enfer. Quand je fais du shopping, je sais exactement ce que je vais chercher. Et j'y vais le plus vite possible. Ou alors, il faut que je sache absolument pas ce que je vais chercher. Je flâne. Mais alors là, faut pas. Je suis dans un rêve, quoi. Je flotte complètement et c'est compliqué cérébralement. Donc, ce besoin d'isolement, il est réel. Hein. J'en ai vraiment besoin. Hein. Besoin d'être seule, ça fait partie de mon être. Hein. Septième difficulté, les difficultés avec les codes sociaux. Du coup, je suis souvent à côté. J'ai du mal à les comprendre. J'ai du mal à les accepter également. Pour moi, c'est beaucoup de barrières. Et quand je m'efforce d'entrer dans les codes sociaux, ben, je déploie une énergie qui me coûte. Donc, au final, je finis par faire ce qui me plaît. Et la voie artistique, c'est pas mal pour moi. Parce que du coup, on passe un peu à côté des codes et il y a une liberté dans l'art qui me correspond. Mais sinon, je vous en ai parlé, hein, tout ce qui est réunion, même dans mon village, hein, j'ai du mal à aller voter, je vais plus voter, ça fait des années que je vote plus. Je ne me reconnais pas du tout dans ces fonctionnements-là de représentation par la personne. Si on votait pour des idées, pourquoi pas. Mais voilà, puis ça va avec la paranoïa, l'anxiété, j'ai du mal à m'en remettre, à faire confiance à quelqu'un pour me représenter, quoi. Donc les codes sociaux, on est parfois pris pour des malotrus, parce qu'on va pas dire bonjour enfin, ça j'ai appris, hein. Mais il y a des autistes qui ont du mal à dire bonjour, à dire au revoir, à dire merci. Voilà, et tout ce qui est au niveau de l'expression émotionnelle, c'est compliqué. Huitième difficulté de l'autisme, le désordre. On a un fonctionnement complètement ouvert au niveau cérébral et rien n'est rangé. Parce que tout sert tout le temps. Mais ça, c'est lié aussi au surdouement. Le surdouement, le haut potentiel, le gros QI fait qu'on fonctionne beaucoup comme ça et qu'on utilise tout le temps et du coup on range pas. On laisse à portée de main, à portée de tête. Donc du désordre. Chez moi, c'est extrêmement difficile de garder un lieu rangé. Ou alors il me faut très peu de choses. Vous voyez comme les appartements, les maisons japonaises là avec rien. Là, pour moi, ce serait mon paradis. Mon paradis, c'est ça. J'ai horreur des trucs et des machins. Je jette beaucoup parce que je me fais facilement envahir par les objets. Malheureusement, je vis avec d'autres personnes. Je vis pas toute seule. Je vis avec j'ai un compagnon et j'ai une fille qui vit à moitié à la maison et les enfants de mon compagnon qui viennent de temps à autre. Et du coup, quand on est tous les 5 à la maison, mais c'est un foutoir innommable parce que du mal à tenir mon intérieur. Ça va avec les codes sociaux. Hein.
Neuvième difficulté qui va avec l'anxiété, les routines. C'est-à-dire que pour avancer avec cette anxiété, on met en place des routines qui permettent de nous calmer. Ça dépend des personnes. Mais donc du coup, c'est des choses qui nous... On est très casanier et on revient souvent sur les mêmes parcours pour avoir des repères. C'est lié à l'addiction, hein. Les autistes ont des tendances addictives fortes, liées à l'envahissement émotionnel et à ce besoin de se calmer ou de fuir cette émotivité qui est vraiment très prenante. Donc les routines en font partie, et c'est de l'extérieur un peu étonnant à voir, quoi. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur le TSA, le trouble du spectre autistique, c'est que ça concerne à peu près 1% de la population. Donc, c'est des difficultés dans les relations, des difficultés de communication, des difficultés émotionnelles, des difficultés d'interaction et des difficultés pour réfléchir, parce que l'envahissement émotionnel bloque tout. Et que le surdouement, donc le haut potentiel, ça représente à peu près 3% de la population. Dans les chiffres, c'est un QI supérieur à 130, je crois. Moi, je suis à 145. C'est pas une fierté, hein, c'est un état d'être, c'est ainsi. Donc, le profil dont je vous parle là, c'est à l'intersection des deux, donc à l'intersection de deux ensembles, un ensemble de 1% et un ensemble de 3%. Donc, je sais pas, ça doit être 0, je sais pas combien de pourcents de personnes qui cumulent à la fois l'autisme Asperger et à la fois le surdouement. Et c'est pas simple à vivre parce que le surdouement masque. Moi, j'ai 41 ans, j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois seulement, à 41 ans. Pourquoi? Parce qu'en France, le retard est considérable en la matière, comparé à la Suisse, au Japon, au Canada. Enfin, il y a plein de pays où l'autisme est repéré très tôt, et en France, l'autisme n'est pas bien repéré du tout, hein. Ils sont rapidement en échec scolaire. Alors, le surdouement masque l'autisme. Le fait d'être une femme également, puisque les femmes sont en théorie plus douées que les hommes dans les relations sociales. Donc je suis une femme, je suis surdouée. J'ai mis des années à comprendre. J'avais l'impression de tomber de la lune, de venir d'une autre planète, et je trouvais le monde très méchant, et je trouvais le monde très agressif, et je ne comprenais pas les codes sociaux, pourquoi les gens se mettaient autant de barrières. Donc, je suis arrivée sur le chemin de l'hypersensibilité. Je suis passée par l'hyperempathie pour arriver dans un groupe d'hypersensibles sur Facebook où le mot ASPIE, A-S-P-I-E, revenait sans cesse. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, ASPIE, ASPIE? Et donc je me renseigne, Asperger, je regarde des témoignages, je lis, je me renseigne et je me reconnais. Et je dis, punaise, si ça se trouve, je serai Asperger. Donc j'ai voulu passer par la voie classique, la voie publique, mais il y a 2 ans d'attente. À 41 ans, je ne pouvais pas me permettre d'attendre aussi longtemps. Donc, j'ai fini par passer par la voie privée. J'ai rencontré une psychologue à Saint-Maur, spécialisée dans l'autisme Asperger depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé plus de 17 ans à l'université dans la recherche et dans la formation. Et depuis 3 ans, elle ne fait plus que du diagnostic chez l'adulte. J'ai eu un rendez-vous de 3h30 avec ma maman, parce que cette spécialiste revient sur la grossesse, l'accouchement, la toute petite enfance, la petite enfance, etc. Elle cherche des indices partout. Il y a certains spécialistes qui font passer des tests pour remplir des 3 échelles d'observation, etc. Elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça. Et elle chope à la volée des signes et des informations dans ce qui est dit. Donc un entretien de 3h30. Et il n'y a pas photo. Je suis bien autiste Asperger. Donc
c'est aussi pour répondre à certaines personnes de mon entourage qui m'ont dit ouais, mais t'es pas autiste, c'est pas ça les autistes. Moi, je sais ce que c'est les autistes, ils se tapent la tête sur la mur et ils bavent. L'autisme revêt de nombreuses formes. Aujourd'hui, euh, je ne travaille plus au sens classique du terme. J'ai dû démissionner de l'éducation nationale en juin 2014. On m'a dit pendant une inspection que je n'étais pas formatée, et pour cause. Donc, il est très difficile pour moi de sortir de chez moi, de prendre les transports en commun, d'aller dans les lieux publics. C'est difficile dans mes relations familiales, amicales, c'est difficile dans mon couple. Ça fait 5 fois qu'on se met ensemble avec mon copain. Il y a de l'instabilité, hein, c'est vraiment... je vis pour moi une situation de handicap. Pour moi, le handicap de l'autisme, c'est plutôt un handicap social. C'est comme si c'est le même type de handicap que vous prenez un gaucher et vous lui mettez un ouvre-boîte de droitier dans les mains. Eh bien, il sera handicapé avec. Il sera pas, le gaucher n'est pas handicapé intrinsèquement, il est handicapé de fait parce que l'outil ne lui est pas adapté. Eh bien, l'autisme, c'est la même chose. Ce n'est pas un handicap intrinsèque. Je sais réfléchir, je sais communiquer, je sais faire tout ça. Maintenant, ça m'est difficile dans les conditions actuelles de la société parce que n'y a pas grand-chose qui est conçu pour nous. On ne sait pas mentir, on est très franc, voilà. Et puis notre société, elle fonctionne, elle marche sur la tête hein, pour nous. Hein. Enfin, pour moi, notre société marche sur la tête. Donc, on est là aussi pour proposer d'autres choses et faire évoluer la société, je pense. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'avancées sociétales ont été faites au début pour des handicapés. Quand on pense à la télécommande, elle a été inventée pour les personnes qui pouvaient plus se lever, pour des handicapés, pour des grabataires, voilà. Aujourd'hui, elle sert à tout le monde. Donc les avancées qui vont apparaître pour nous, les autistes, serviront à tout le monde. Voilà, donc je pense aussi, c'est avec ça que je m'accroche aussi depuis des années, c'est que je sais que ça va faire avancer les choses pour d'autres. Parce que tout mon cheminement autour des émotions, de la gestion émotionnelle, etc., sert à tout le monde. Donc je voulais vous donner quelques pistes qui m'aident depuis des années, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'autistes sont sous médicaments, etc. Certains sont dans des instituts spécialisés ou sont internés ou quoi. Moi, j'ai cette chance-là, mais je me suis toujours accrochée depuis des années. Je ne prends aucun médicament, même pas un somnifère. Je bois pas d'alcool. Je peux pas, je suis trop réactive. Je bois même pas de café. Et donc, ce qui m'aide au quotidien, c'est la méditation, le yoga. Je vais me faire masser plusieurs fois par an, hein, entre 4 et 6 fois par an, par une masseuse shiatsu. Tout ça, ça m'aide à faire redescendre mon niveau global émotionnel. Quoi d'autre? Je marche, je nage. Depuis quelques semaines, je me suis mise à la musculation. Mais il faut vraiment que ce soit adapté au rythme de la personne. Il ne faut surtout pas se faire violence. Mais sachez qu'il existe des pistes pour bien vivre avec son autisme et son surdouement, parce qu'en fait, l'un enrichit l'autre et les difficultés se cumulent également, mais il est possible naturellement, donc par la méditation, les massages, le yoga, le sport, le chant, le théâtre, la danse, la musique, enfin tout ce qui vous fait plaisir. Il est possible de bien vivre avec. Je termine en vous disant que j'ai rempli un dossier MDPH parce que si mon handicap est reconnu, je peux faire valoir des droits. Donc le dossier MDPH est très bien fait. Il est très très varié et on coche ce dont on a besoin. Donc moi j'ai fait 2 demandes. J'aurais pu en faire 3, effectivement. J'ai demandé une allocation parce que depuis 2014 je travaille pas, je vis vraiment pas bien. C'est ric-rac tout le temps. C'est très difficile financièrement. Et ça serait vraiment bienvenu.
Et j'ai demandé la carte européenne de stationnement parce que comme je prends quasiment pas les transports en commun parce que ça m'épuise, je prends ma voiture et sur les parkings, j'ai des difficultés à faire les manœuvres dès qu'il y a un peu de monde. J'ai un envahissement émotionnel, de l'angoisse qui monte et j'ai eu plusieurs accrochages sur des parkings. Donc la place européenne de stationnement, ce sera vraiment pas du luxe parce que c'est personne à droite ou personne à gauche ou voire les deux personnes de chaque côté. Une place plus large, mieux placée et j'en ai besoin. J'en aurais besoin. Et j'aurais pu demander le statut d'adulte, de travailleur handicapé, mais comme j'ai un statut artistique, j'ai pas voulu le faire. J'ai peut-être eu tort, on m'a dit que j'aurais dû le faire quand même. Et j'attends des réponses, alors je sais que ça peut prendre des mois, qu'on peut demander à me revoir. Donc la voie par laquelle je suis passée, donc c'est une psychologue privée. J'ai fait co-signer mon dossier par mon médecin traitant, parce que la psychologue n'est pas médecin et il faut que le dossier soit signé par un médecin. En général, c'est plutôt le psychiatre. Ma voix, elle n'est pas très classique. Maintenant, j'attends rien. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, j'aurais pas perdu mon temps parce que j'aurais défriché le terrain, j'aurais aidé d'autres personnes à savoir un peu ce qu'il fallait faire. Et bah, j'ai vécu 41 ans sans, je peux faire aussi sans. Ce serait mieux avec. Maintenant, je n'attends pas après l'état pour continuer à vivre et faire mon chemin. Je souhaite de tout cœur que mon dossier passe et qu'on m'accorde ce dont j'aurais besoin pour vivre mieux. Mais bon, après, je sais que l'Asperger n'est pas forcément reconnu comme handicap en France. Surtout quand on est intelligent et qu'on a un bon QI et que la personne, elle a l'air normale sur un entretien d'une heure, mais on ne se rend pas compte de tout ce qui aura été mis en place pour venir au rendez-vous et ça bloque une semaine. Moi, si j'ai un rendez-vous d'une heure avec un psychiatre, ça va me bloquer la semaine et je vais mettre une semaine derrière à faire redescendre de tout et on se rend pas compte on fait le tour du monde, on fait vraiment le tour du monde parce que le chemin vers l'autre est bloqué et qu'il faut passer par ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment des détours. Heureusement que je suis habituée par ailleurs à le faire, mais c'est vraiment très fatigant et j'aimerais bien passer mon temps et mon énergie dans autre chose. J'ai un métier, j'ai des expos à monter et voilà, heureusement ça me tient, ça m'aide à vivre. Voilà, et bien j'ai fini sur le sujet. N'hésitez pas à m'écrire ou quoi que ce soit. Je salue mes 73 abonnés YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.